Vous êtes une jeune danseuse à New York dans les années 2000 qui gagne sa vie en faisant du go-go dancing dans des clubs. Votre petit copain vous dit que vous avez été repéré et on vous invite à une soirée chic dans les Hamptons qui réunit tous les plus grands noms des États-Unis. Au vu de l'opportunité, vous décidez donc assez naturellement d'y aller et une fois sur place, on vous montre la tenue que vous allez porter et on vous indique qu'il va falloir que vous dansiez au milieu des invités, histoire de mettre un peu l'ambiance. Vous reconnaissez évidemment quelques célébrités qui pour certaines sont même accompagnées de leurs enfants. Cependant, vous remarquez également assez vite des tables remplies de drogues diverses ou bien sur lesquelles vous pouvez voir des femmes allongées et nues dont le corps sert de plateau à sushi. Mais rien ne vous alarme, après tout c'est leur mode de vie assez extravagant et complètement décomplexé et ça ne vous étonne pas tellement. On vous demande ensuite de faire des lap dance sur certains des invités, toujours dans le but évidemment de détendre l'atmosphère. Enfin, la seconde partie de soirée débute et Didi, dans un discours au ton amical, prend le micro et indique aux enfants et aux personnalités qui ne veulent pas y prendre part de bien vouloir quitter les lieux. We fed y'all, we gave y'all some drinks, now it's time to enjoy life. This is a celebration of life. This is a legendary white party. It's the real white party. And to all the kids have like an hour left. Get extra comfortable, kids, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Si pour eux la soirée s'arrête là, vous faites emmener dans une pièce appelée une backroom, celle où toute l'horreur prend place. Si on dit souvent que les murs peuvent parler, eux retiennent vos cris et les étouffent. Personne ne viendra vous aider et le piège vient de se refermer sur vous. You make me feel so young. You make me feel so The video shows Combs assaulting his then girlfriend. Breaking news right now, we're following the Department of Homeland Security conducting a raid at a house. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu différente de l'ordinaire. Et ce, au vu du format plutôt enquête, étant donné que comme vous le savez, on va parler de l'affaire Puff Daddy. Véritable tsunami médiatique, public et judiciaire, au travers duquel nous allons aujourd'hui tenter de naviguer. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que l'histoire que je vous ai racontée dans l'introduction de la vidéo est totalement vraie. Je n'ai fait que vous raconter le témoignage de certaines des victimes qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête. Et à défaut de pouvoir être prouvées comme vraies, étant donné que la procédure est toujours en cours, on peut néanmoins se baser sur le fait qu'elles ont été tenues sous serment, ce qui leur apporte tout de même de la crédibilité et à nous du discernement. Ce même discernement dont nous aurons tant besoin pour ne pas perdre de vue la réalité et les vraies victimes de cette affaire. Oui, tout paraît fou, extravagant et complètement démesuré, mais cela permet trop facilement de céder place à la désinformation tant le flou subsiste et les questions se multiplient. Si aujourd'hui, le but à travers cette vidéo n'est pas de soulever toutes les interrogations, on va cependant retracer des faits basés sur des documents officiels et des témoignages. Et gardez en tête que ce ne sont que des accusations et la justice, elle, viendra trancher en mai. Tout commence le 16 novembre 2023 lorsque Cassie, ex-compagne de Puff Daddy, saisit la justice et l'accuse de trafic sexuel et de viol. Une question subsiste, comment en sont-ils arrivés là? Revenons donc une vingtaine d'années en arrière lorsque Cassie, en 2006, débute sa carrière avec son single Me and You. Il rencontrera un certain succès et fera pas mal parler, au point d'arriver aux oreilles du légendaire producteur de Bad Boy Records, Puff Daddy. Il deviendra donc le producteur de la jeune artiste, et si initialement leur relation était professionnelle, elle déviera très tôt vers des sentiments amoureux du côté de Didi, malgré leur écart d'âge de plus de 20 ans. C'est ainsi qu'ils entameront une relation illégitime, étant donné que Cassie était à ce moment-là déjà en couple avec Ryan Leslie. L'équipe de Didi ira même jusqu'à élaborer des mensonges pour lui permettre de voir sa nouvelle conquête. Comme par exemple quand ils feront des flyers pour un soi-disant concert à Miami, qui était juste un prétexte pour qu'elle s'y rende et y retrouve Puff. Tout ça permettra à Cassie de réaliser l'emprise qu'a Didi sur son entourage, mais aussi la fidélité dont ils font preuve. Et très vite, elle va elle-même se retrouver sous cette emprise, étant donné que Puff Daddy gère tous les aspects de sa vie. Il paye son loyer, sa voiture, gère sa carrière, sa marque de vêtements, bref, tout ça ce sont des mécanismes qui lui empêchent de le quitter et la rendent dépendante. On peut d'ores et déjà dresser un tableau assez net, avec d'un côté la jeune artiste qui débute tout juste sa carrière et qui est en quête de succès, et de l'autre, Puff Daddy, multimillionnaire à la renommée internationale. Et tout ça ne va pas aller en s'arrangeant. Le côté sombre se profile à l'horizon alors que Didi initie Cassie aux drogues, aux soirées et aux fameux freak-offs. Cassie doit coucher avec d'autres hommes sous le regard de Didi pendant que ce dernier filme, sans doute pour la faire chanter par la suite avec le contenu de ses vidéos. Plus tard, des photos dénudées de Cassie fuiteront même sur internet et dans la presse suite au piratage de son adresse mail. Bien que compromettantes, ces photos nous permettent cependant de confirmer quelque chose, elles n'ont pas été prises par Cassie elle-même. Quelqu'un est derrière l'objectif.
Les actes violents et abusifs vont aussi commencer à faire surface, la faute à une jalousie possessive et maladive de la part de Didi, notamment suite à une soirée où elle aurait parlé à un manager. Didi, furieux, l'aurait donc ramenée à sa voiture avant de la tabasser jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Et même une fois par terre, il continuera de la piétiner. Suite à ça, elle lui demandera de rester enfermée pour fuir les caméras et dissimuler ses blessures. Et cette violence ne touche pas seulement Cassie, mais aussi l'entourage de celle-ci. Une autre histoire tristement connue est celle de son amie Brianna Bongolan, qui est également l'une des victimes clés dans cette enquête. Un jour, Didi fait irruption dans l'appartement de Cassie et se met à la violenter dans une de ses énièmes crises de rage. Brianna, assistant à cette scène, tente tant bien que mal de s'interposer, ce qui aura le don d'énerver encore plus Puff, qui lui attrapera la poitrine, mais il ne s'arrête pas là puisqu'il va la suspendre au balcon de l'appartement, 17 étages, au-dessus du sol. Ça restera un événement traumatique pour Cassie comme Brianna, qui vont le relater dans leurs documents d'enquête. Il y avait aussi la fameuse histoire avec Kid Cudi, dont s'était rapproché Cassie. Les deux artistes s'étaient mis à collaborer et nouer un certain lien et une complicité. Cassie s'était même mise à beaucoup se confier auprès de ce dernier. Et Didi, en voyant ça, fera tout simplement exploser la voiture du rappeur, fait qui sera plus tard confirmé par Kid Cudi lui-même. Et si les histoires que je viens de vous raconter étaient jusqu'alors assez méconnues, une va plonger Puff Daddy dans une énorme controverse, étant donné que l'année dernière, des images de caméras de surveillance d'un couloir d'hôtel ont fuité dans les médias. Elle date de 2016 et on peut y voir Cassie monter dans un ascenseur, avant de montrer Didi sortir précipitamment de sa chambre d'hôtel avec seulement une serviette autour de la taille. Il se dirige vers Cassie, la tire par la capuche et la jette par terre. Une fois au sol, il lui assène des coups de pied et récupère le sac qu'elle tenait. Il la traîne ensuite sur quelques mètres avant de la laisser là, par terre. Le principal concerné s'excusera par la suite de cet incident en expliquant que cet excès de rage était dû à ses addictions, desquelles il s'était libéré depuis. Et ce qui a beaucoup marqué les gens qui ont regardé cette vidéo, déjà c'est les faits en eux-mêmes qui montrent un abus violent, donc c'est assez choquant, mais en plus de ça c'est l'après, parce que comme je vous l'ai dit, il la laisse tout simplement par terre. Et Cassie reste allongée sur la scène et certains interprètent son regard par celui de quelqu'un qui n'est pas du tout surpris de ce qui vient de lui arriver. Ce qui semble donc montrer qu'elle est clairement habituée à ce genre de scène. Cassie divorcera finalement de Didi en 2018, mettant fin à un calvaire de plus d'une dizaine d'années. Comme je vous l'ai dit, elle déposera plainte en 2023, mais ils trouveront un accord à l'amiable. Ce qui consiste tout simplement à verser une somme d'argent à la plaignante, en guise d'indemnité, montant qui s'élèverait selon des rumeurs à 30 millions de dollars. On a donc ici la preuve qu'il a voulu la museler. Il ne voulait pas qu'elle parle, car il sait sa parole ô combien importante. Et c'est cette même parole qui, fin 2023, va faire prendre un véritable tournant à cette affaire, puisqu'on va assister à une soudaine émergence des accusations contre Didi. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la loi promulguée dans l'État de New York nommée l'Adult Survivor Act. C'est une loi qui permet aux victimes dont le viol a fait l'objet d'une prescription de porter plainte contre leur agresseur pendant la durée d'1 an. Mais c'est aussi dû à autre chose, la prise de parole de Cassie qui a permis de dénouer les langues. C'est le genre de phénomène qu'on a déjà vu pour des mouvements comme MeToo ou Balance ton porc. Lorsqu'une victime parle, les autres se mettent également à parler. Et la première plaignante n'est autre que Lisa Gardner qui accuse Didi de viol dans les années 90, alors qu'elle était mineure au moment des faits. Selon elle, on l'aurait invité à une soirée au cours de laquelle Didi et Aaron Hall, un chanteur de R&B, l'auraient fortement incité à boire. Et c'est en pleine perte de possession de ses moyens, potentiellement à cause des drogues disséminées dans son verre, que les deux artistes l'abuseront tour à tour. Mais ce n'est pas tout parce qu'ils abuseront également de son amie, présente au moment des faits et également mineure. Et le témoignage inclut également que Didi serait revenu plusieurs jours plus tard dans l'appartement de Lisa Gardner et son amie pour les menacer et les violenter. Tout ça afin qu'elle se taise sur ce qui leur est arrivé parce qu'il ne faut surtout pas que la petite amie de Didi la prenne. À partir de ce témoignage et de tous les autres, on peut clairement déceler un mode opératoire. Alors corrigez-moi si je dis des bêtises parce que je suis pas un expert ni dans le domaine juridique ni dans le domaine criminel, mais clairement il y a une mécanique qui se répète et c'est celle-ci. Une fille, souvent mineure, est invitée à une soirée dans laquelle on l'incite à boire. Elle se fait droguer, parfois même kidnapper, puis abuser en réunion. Ces actes sont parfois même filmés, tout ça dans le but de maintenir le silence des victimes, par crainte que les vidéos ne soient divulguées. Et c'est alors que les témoignages continuent d'être recensés qu'un nouveau personnage apparaît. Et ce n'est autre que le sulfureux avocat Tony Buzbee, qui à l'heure actuelle dit représenter plus de 120 victimes. C'est un avocat qui semble être très impliqué dans cette affaire et déterminé à ce qu'on retrouve les coupables et à ce que justice soit rendue aux victimes. Mais je tiens quand même à m'attarder un peu plus sur lui. Bon, déjà faut savoir qu'il est basé au Texas alors que l'affaire est à New York. Mais bon, ça c'est qu'un détail parce que ce qui nous importe c'est le CV de Tony Buzbee. Anciennement dans l'armée, il passe son diplôme de droit et devient avocat. C'est assez vite qu'il décroche ses premières grosses affaires. Et ce, en emmenant des entreprises assez importantes, notamment dans le domaine pétrolier, au tribunal
tribunal. Ça lui permettra très vite de gagner des montants assez astronomiques et par la suite, il vivra une vie de vrai flambeur. Au cours de mes recherches, j'ai même retrouvé cette vidéo, très américaine et sensationnaliste, toujours dans le culte de la personnalité et du self-made man. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, and a $40 million art collection. Because it's not like, hey, look at me, I'm better than you. What's your intent? My intent is like, guys, look how awesome life is. Look what we can accomplish. For me, I'm still the cafeteria worker's boy. You're a long way from that. Comme toujours dans ce genre d'histoire et de parcours, petit, il vivait dans une caravane et son père était boucher et sa mère dame de cantine. Fin 2019, il tente également de rentrer en politique pour devenir maire de la ville de Houston, au Texas. Bon, il va perdre 2 fois, une en 2019 et une en 2023, et c'est en octobre 2024 qu'il va dire dans une conférence de presse représenter plus de 120 victimes de Sean Combs. Et en octobre 2024, c'est vraiment le pic médiatique de l'affaire Diddy. Au cours de cette conférence de presse, il va même dire que certains des noms qui vont faire surface dans cette affaire vont nous choquer et il nous indique même que la victime la plus jeune qu'il représente avait 9 ans au moment des faits. En tout cas, je trouve ce personnage vraiment atypique, moi qui regardais Better Call Saul. Je me devais de remettre un peu de contexte parce que c'est vraiment un personnage clé dans cette affaire. Je vous laisse vous faire votre propre avis dessus. Faut quand même garder en tête que c'est un très bon avocat et que s'il peut représenter des victimes, bah qu'il le fasse. Il a l'habitude de cas XXL comme ça et donc on va voir où tout ça mène. Mais pour que vous compreniez vraiment comment l'affaire a atteint un tel pic médiatique, il faut que je revienne un peu en arrière.